Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale d'Inside News RDC, entièrement dédiée à l'analyse du message de vœux du chef de l'État, Félix Tshisekedi, aux membres du corps diplomatique. Comme vous le savez, chez Inside News, nous ne servons jamais l'information à l'état brut, nous la travaillons, l'assaisonnons et la mitonnons pour que la compréhension et la vérité soient déposées, savoureuses, sur le plat de votre réflexion. Le 31 janvier-février 2026, au Palais de la Nation, devant le corps diplomatique au complet, le président Félix Tshisekedi a prononcé son traditionnel discours de vœux. Mais cette année, rien de routinier. Entre reconnaissance internationale d'une agression longtemps niée, corridor économique stratégique et appel à la cohérence diplomatique, ce discours marque un tournant dans le positionnement de la RDC sur l'échiquier régional et mondial. La thèse que nous allons développer ce soir. Pour la première fois depuis des années, Kinshasa dispose d'un levier politique majeur, l'aveu rwandais sur le M23. La question n'est plus de prouver l'agression, mais de transformer cette reconnaissance en résultat concret pour la paix et la souveraineté congolaise. Une haute représentante de la République du Rwanda a reconnu l'existence d'une coordination sécuritaire avec les rebelles de l'AFC M23 devant le Congrès des États-Unis d'Amérique. Cette phrase, prononcée par le président Tshisekedi, résume à elle seule le bouleversement diplomatique de ces dernières semaines. Pendant des années, la RDC a accumulé les rapports d'experts de l'ONU, les témoignages, les preuves matérielles pour démontrer le soutien rwandais au M23. Pendant des années, Kigali a nié. Et voici qu'en quelques mots, devant le Congrès américain, cette ligne de défense s'effondre. Le président a raison de qualifier cela de tournant majeur. Or, un tournant n'a de valeur que si l'on sait où tourner. L'aveu réduit effectivement l'espace du déni, mais il ne ramène pas automatiquement les déplacés à Goma, ni l'autorité de l'État à Rutshuru. Le défi maintenant est de convertir cette victoire diplomatique en pression internationale coordonnée. Traduisons concrètement. Tant que le Rwanda peut reconnaître son implication tout en continuant de soutenir le M23 sans conséquences réelles, sanctions économiques, isolement diplomatique ou intervention robuste, l'aveu reste un simple ajustement de communication. Ce que Kinshasa attend désormais de ses partenaires, c'est la cohérence entre les mots et les actes. C'est précisément ce que le président a demandé, dire la vérité et agir en conséquence lorsque les faits sont établis. Le discours fait référence à deux résolutions majeures du Conseil de sécurité, la 2573 et la 2808. La première a établi explicitement les responsabilités dans la crise de l'Est. La seconde a renouvelé le mandat de la MONUSCO jusqu'en décembre 2026 avec un accent sur la protection des civils et le soutien au processus de DDR. Ces résolutions constituent un cadre juridique solide. Mais les Congolais de l'Est ne mangent pas du droit international. Ils ont besoin de sécurité physique, de retour à leurs terres, d'écoles fonctionnelles. Le président le reconnaît implicitement lorsqu'il évoque des millions de personnes déracinées et un tribut insoutenable à l'insécurité. La MONUSCO, présente depuis plus de 20 ans, fait face à une équation impossible. Protéger des civils dans un territoire immense avec des moyens limités, face à des groupes armés mobiles et souvent mieux informés. Le renouvellement du mandat jusqu'en 2026 pose une question que le discours n'aborde pas frontalement. Quel est le calendrier réaliste pour un retrait progressif et conditionné de la MONUSCO sans créer un vide sécuritaire ? Pendant ce temps, la situation humanitaire à Goma, le long de la plaine de la Ruzizi et jusqu'à Uvira demeure particulièrement préoccupante, selon les propres mots du président. Des milliers de familles vivent dans des conditions de précarité extrême. L'appel à renforcer la coordination avec les partenaires humanitaires est nécessaire, mais il révèle aussi une réalité. L'État congolais ne peut pas, seul, répondre à l'ampleur de cette crise. Ce n'est pas une critique, c'est un constat qui doit conduire à des partenariats plus efficaces et mieux ciblés. Le président a ouvert la porte au dialogue national tout en posant des conditions claires. Dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Cette position mérite d'être examinée avec attention. D'un côté, l'histoire des processus de paix montre qu'aucune réconciliation durable ne s'est faite sans dialogue avec toutes les parties, y compris celles qu'on déteste. De l'Afrique du Sud à l'Irlande du Nord, dialoguer avec ses ennemis est souvent le prix de la paix. De l'autre, le président pose une question légitime.
Comment dialoguer avec ceux qui violent, tuent et pillent, sans donner l'impression d'une impunité qui encouragerait de nouvelles violences? La ligne de crête est étroite. Le discours évoque un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale, organisé sur le sol national, dans le respect de la Constitution et sans remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Ces garde-fous visent clairement à éviter toute dérive vers une renégociation du pouvoir en place sous pression armée. Ce qui est notable, c'est la reconnaissance explicite du rôle de l'Angola par la voix de son président João Lourenço comme facilitateur crédible. Cela signale une préférence pour les mécanismes régionaux africains plutôt que pour des facilitations extra-continentales, parfois perçues comme porteuses d'agendas cachés. Le discours présidentiel ne s'arrête pas à la sécurité. Il trace une vision économique ambitieuse articulée autour de 3 piliers: les ressources stratégiques, les corridors de développement et l'intégration régionale. Commençons par les ressources. Les minerais indispensables à la transition énergétique mondiale doivent être pour nous un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité, et non une source de conflit et de prédation. Cette phrase résume le grand défi congolais. Le cobalt, le lithium, le cuivre. La RDC possède ce que le monde veut, mais posséder n'est pas maîtriser. Le président évoque la reprise des exportations de cobalt et la mise en œuvre progressive de la politique des quotas. Traduisons. Kinshasa veut reprendre le contrôle de ses flux d'exportation avec des critères clairs pour les opérateurs. C'est une démarche souverainiste assumée, mais elle doit s'accompagner de transparence et de prévisibilité pour ne pas effrayer les investisseurs légitimes qui, eux aussi, cherchent la stabilité. Le corridor de Lobito est présenté comme un exemple d'intégration moderne. Effectivement, relier zones de production, infrastructures de transport et capacités de transformation peut créer de la valeur ajoutée localement. Mais ce corridor traverse aussi l'Angola et la Zambie. Les bénéfices seront-ils équitablement partagés? Le discours ne rentre pas dans ces détails, et c'est normal pour un discours de vœux, mais ce sont précisément ces détails qui feront la différence entre un slogan et une réalité économique. Convertir des zones affectées par les conflits en pôles de croissance, de cohésion sociale et de préservation environnementale. L'idée du couloir vert Kivu-Kinshasa est stratégiquement brillante sur le papier. Offrir une alternative économique aux groupes armés et aux populations prises en otage par l'économie de guerre. Agriculture responsable, restauration des écosystèmes, écotourisme, emploi durable. Le partenariat avec l'Union européenne ajoute une légitimité internationale, mais, et c'est un mais de taille, comment sécurise-t-on un corridor vert dans une zone rouge? Comment cultive-t-on la paix quand les champs sont minés et les routes coupées? Le discours évoque une réponse globale, économique, sociale et sécuritaire, mais ne détaille pas le volet sécuritaire. C'est le talon d'Achille de tout projet de développement dans l'Est. Sans pacification préalable ou simultanée, les investissements risquent de profiter aux mêmes réseaux armés qu'ils sont censés remplacer. Ce n'est pas une raison pour abandonner le projet, c'est une raison pour exiger un suivi rigoureux, étape par étape, avec des indicateurs mesurables. Combien d'emplois créés? Dans quelle zone précise? Avec quel niveau de sécurité garanti? Grandinga peut fournir une énergie propre, abondante et compétitive, indispensable à l'industrialisation, à la transformation locale des ressources et à la création d'emplois à grande échelle. Inga n'est pas qu'un projet congolais, c'est une ambition africaine. Le potentiel hydroélectrique du fleuve Congo pourrait alimenter une partie significative du continent. Le président a raison de parler d'une réponse structurante aux défis énergétiques, industriels et climatiques de l'Afrique. Or, Inga est aussi un serpent de mer, annoncé, relancé, suspendu depuis des décennies. Les défis sont immenses. Financement, on parle de dizaines de milliards de dollars. Gouvernance, éviter les dérives contractuelles qui ont plombé d'autres mégaprojets. Et surtout, distribution. À quoi bon produire 40 000 mégawatts si Kinshasa reste dans le noir? Le discours mentionne des partenariats responsables, transparents et mutuellement bénéfiques. C'est le vocabulaire approprié. Mais les Congolais ont entendu ces mots trop souvent pour les prendre au pied de la lettre. Ce qui convaincra, ce ne sont pas les promesses. Ce sont les premiers kilowatts effectivement livrés aux ménages et aux usines. Le président a détaillé une séquence impressionnante de visites diplomatiques.
Israël, Serbie, Kazakhstan, Qatar, Burundi et une mission ministérielle en Amérique latine, Uruguay, Argentine, Brésil. Cette diversification des partenaires n'est pas anodine. Pendant des décennies, la RDC a gravité principalement dans l'orbite de ses partenaires historiques européens et de quelques puissances émergentes, Chine, Inde. En s'ouvrant au Moyen-Orient, à l'Asie centrale et à l'Amérique latine, Kinshasa cherche à élargir ses marges de manœuvre. C'est une stratégie classique pour un pays qui veut éviter la dépendance excessive envers un seul bloc. Deux visites méritent une attention particulière. Celle du président israélien Isaac Herzog signale un rapprochement avec un pays technologiquement avancé et actif dans les secteurs de la sécurité et de l'agriculture. Celle de l'émir du Qatar, actif facilitateur dans le processus de Doha, confirme le rôle croissant des monarchies du Golfe comme médiateurs et investisseurs en Afrique. Ce qui reste à clarifier, c'est la cohérence entre tous ces partenariats. Quels sont les domaines prioritaires pour chaque partenaire? Quels résultats concrets après ces visites? Le discours n'entre pas dans ces détails, mais les Congolais seront attentifs aux accords signés et surtout à leur mise en œuvre. Le président a synthétisé son agenda 2026 autour de 4 priorités majeures. La première, présentée comme la priorité des priorités, consiste à sécuriser durablement l'Est du pays et à restaurer l'autorité de l'État, condition indispensable sans laquelle toutes les autres initiatives resteraient fragiles. La deuxième vise à accélérer la gouvernance et l'efficacité publique à travers la réforme de l'administration, la lutte contre la corruption et l'amélioration des services publics. Un chantier immense exigeant à la fois volonté politique et ressources suffisantes. La troisième priorité porte sur la transformation de l'économie avec pour objectif de produire davantage, d'industrialiser et de créer de l'emploi. Si la finalité est claire, les moyens restent moins définis, car l'industrialisation suppose simultanément des infrastructures adéquates, un accès fiable à l'énergie, une formation de qualité et des capitaux importants. Enfin, la quatrième priorité entend consolider l'unité nationale et la cohésion sociale, un enjeu existentiel dans un pays aussi vaste et divers que la RDC, mais qui ne se décrète pas. Elle se construit concrètement par l'inclusion, la justice et un partage équitable des ressources. Ces priorités sont cohérentes, mais elles forment un agenda extrêmement chargé pour une seule année. Le risque est de disperser les efforts plutôt que de concentrer les moyens sur quelques victoires rapides et visibles qui renforceraient la confiance. Le discours présidentiel aux vœux diplomatiques 2026 est un exercice d'équilibriste. D'un côté, il célèbre une victoire diplomatique réelle, la reconnaissance rwandaise de son soutien au M23. De l'autre, il rappelle que cette victoire ne vaut que si elle se traduit par des changements sur le terrain. Le ton est ferme sans être belliqueux. Le président réaffirme la souveraineté congolaise, pose des lignes rouges claires pour le dialogue national et exige de la communauté internationale une cohérence entre ses résolutions et ses actions. C'est une posture de dignité. Mais la dignité ne suffit pas à ramener la paix. Les millions de déplacés de l'Est attendent des actes, pas des discours. Le corridor de Lobito, le couloir vert, Grand Inga. Autant de projets prometteurs qui doivent maintenant passer de la PowerPoint à la réalité du terrain. La vraie question pour 2026 n'est pas de savoir si la RDC a raison sur le fond. Elle l'a et la reconnaissance rwandaise le confirme. La vraie question est comment transformer cette raison en force? Comment convertir l'aveu diplomatique en retrait effectif des forces étrangères? Comment faire en sorte que les résolutions 2773 et 2808 ne soient pas juste des numéros dans les archives de l'ONU, mais des leviers de changement réels? Le président Tshisekedi a tracé une feuille de route ambitieuse. Les Congolais, eux, attendront de mesurer les résultats concrets. Combien de déplacés rentrés chez eux, combien de kilomètres de routes réhabilités, combien d'emplois créés et surtout, combien de jours sans combat dans l'Est. Car au bout du compte, la politique ne se mesure pas en déclarations, aussi juste soit-elle. Elle se mesure en vies sauvées, en familles réunies, en terres cultivées, en écoles rouvertes. Et c'est sur ces critères-là que 2026 sera jugé. Ce qu'il faut retenir ce soir, la RDC dispose enfin d'un levier diplomatique majeur avec la reconnaissance rwandaise. Mais un levier ne fonctionne que si on l'actionne avec force et coordination. La communauté internationale est maintenant au pied du mur.
Va-t-elle transformer ses résolutions en pression réelle ou va-t-elle laisser l'aveu rwandais se diluer dans le flot des conférences de presse? Les Congolais de l'Est, eux, n'ont pas besoin de diplomatie spectaculaire. Ils ont besoin de sécurité quotidienne, de retour à la normale, de reconstruction. C'est à l'aune de ces besoins concrets que le succès ou l'échec de cette séquence politique se mesurera. Restez vigilants, exigez des comptes, vérifiez les faits, et ne laissez personne réécrire l'histoire pendant qu'elle se déroule sous vos yeux.